Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, je vais parler de la subdivision de données en échantillons d'apprentissage et tests à l'aide de l'outil Train Test Split de la librairie Scikit-learn pour Python. Voilà, très bien. Alors, cette vidéo peut servir à tout à chacun, bien sûr, hein, c'est pour ça aussi que je la mets en ligne. Mais là, pour le coup, je m'adresse en particulier au groupe du vendredi soir, hein, ils se reconnaîtront. Alors, je restitue un peu ce qu'on s'est dit ensemble, hein. Jusqu'à la séance 6, c'est moi qui prépare les données. Voilà, j'ai fait entre autres donc la partition apprentissage test. Et j'avais expliqué pourquoi, parce que déjà, ça nous permet, nous, de vérifier vos calculs, hein. Moi, j'ai le corrigé à côté, vous faites votre travail. On peut vérifier en comparant les résultats, parce qu'on a les mêmes échantillons d'apprentissage et test. Et ça permet également de comparer les résultats quand on utilise des outils différents. D'un outil à l'autre, on a les mêmes échantillons d'apprentissage et tests, et du coup, les résultats sont directement comparables. Voilà. Bon, la séance 7 est un peu différente, hein. Vous avez un travail à faire, j'arrive avec les fichiers, donc là, non préparé cette fois-ci, et parmi les différentes tâches que vous aurez à accomplir, il y a justement la subdivision des données d'apprentissage test. Alors, vous n'allez pas le faire à la main dans Excel ou quoi que ce soit, hein. On travaille sous Python, c'est mieux de le faire sous Python également. C'est le but de cette vidéo aussi. Alors, ce sujet-là, je l'ai abordé à plusieurs reprises déjà, hein. J'ai déjà fait une série de vidéos là-dessus. Là, ici, je montre justement comment faire une subdivision apprentissage test pour pouvoir comparer des outils différents. J'avais différents outils, hein, que j'utilise ici, on peut les voir, hein. Il y avait Nine, Tanagra, Cipina, Python, R. Voilà. Donc, l'intérêt ici, c'est que je fais la subdivision en amont et ensuite je l'intègre comme une information supplémentaire de la donnée, une colonne supplémentaire en l'occurrence, et les différents outils peuvent l'utiliser. Donc, ça, c'était un premier schéma. Il y a un autre schéma également, c'est que dans une autre formation qui se reconnaîtra également, cette fois-ci, j'utilise R. Donc là, j'avais fait une vidéo pour montrer comment on fait la subdivision apprentissage test en utilisant R. Donc, très bien. Donc aujourd'hui, c'est exactement l'équivalent, mais pour Python. Alors, j'en avais déjà un peu parlé ici, mais dans cette vidéo aussi, en réalité, c'est que je me suis appuyé sur un tutoriel rédigé cette fois-ci et je me suis contenté de le décrire. Bon, c'est très bien aussi, hein. Voilà. Mais bon, c'est mieux quand même de montrer concrètement la chose en l'effectuant les traitements devant vous, ici dans la vidéo, comme si j'étais au tableau, hein. Généralement, ce que je fais là, je le faisais habituellement au tableau, en démonstration, en début de la séance 7, pour cadrer les esprits. Bon, là, comme j'ai pris l'habitude de faire des vidéos maintenant pour gagner du temps sur mes séances, voilà, bah, du coup, cette-ci également, je le fais sous forme de vidéo. Bien. Alors, une fois que tout ça c'est dit, paf, l'outil qu'on va utiliser, c'est celui-là, TrainTestSplit, qui fait partie du module modèle sélection voilà, de Scikit-learn. Il y a une série de paramétrages ici, mais le plus intéressant pour nous, c'est que je vais le montrer. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point important, c'est que les données qu'on va utiliser, c'est les données des cancers du sang sempiternel, hein. Il y a pas de, il y a une tumeur, c'est des cellules qui sont extraites de personnes. Les cellules sont donc correspondent à une tumeur soit bénigne, soit maligne, voilà, et les descripteurs sont là. Bon, là, en l'occurrence, c'est pas le plus important. Bon, il faut quand même un peu voir la structure du fichier. Voilà, on a 699 observations. Les variables explicatives sont les premières colonnes et la dernière colonne, c'est la variable cible. C'est la, c'est l'organisation usuelle des fichiers que j'adopte. Mais on n'est pas obligé d'être tout le temps comme ça. Il se peut que la variable cible soit au début. Il se peut que la variable cible soit au milieu. On est bien d'accord là-dessus, hein. Donc, moi, usuellement, pour préparer les fichiers, je mets la variable cible en dernière colonne, mais ce n'est pas obligé. On est bien d'accord là-dessus, hein. Je répète encore une fois, hein. Il se peut que elle soit tout au milieu ici, hein, voilà, ou au début, hein, ainsi de suite. Bien. Alors, ça, c'est le premier point. Et j'avais rédigé deux programmes ici. Alors, je vais montrer la différence entre ces deux programmes pour traiter ce fichier-ci. Alors, la première approche, elle est là. Donc, je montre, voilà, voilà, hop là. Alors, tout est nickel, là, il n'y a rien, je vais pouvoir le lancer au fur et à mesure. Donc, la première approche, donc là, je change de dossier, ensuite, je charge les données, F9, voilà, on a bien 699 observations et on a 10 colonnes, voilà, les variables de 0 à 8 sont les explicatives, et la variable 9, la dernière, numéro 9, la dernière, c'est tumeur, c'est la variable cible, qui est justement, qui n'est pas numérique. Bien, alors je fais un petit description, bon, qu'est-ce qu'il faut voir ici? Ce qui est important de voir quand même, c'est de retenir, par exemple, la moyenne et l'écart type.
Ça peut nous servir tout à l'heure parce que typiquement, quand nous allons faire la partition échantillon, en échantillon d'apprentissage des tests, il faut que ces caractéristiques-là soient préservées. Hein. Vous avez un échantillon de données, vous calculez la moyenne globale, très bien. Vous partitionnez un apprentissage test et dans l'apprentissage, vous avez des moyennes par variable. Enfin, vous avez des moyennes, certaines moyennes de variables sont très différentes sur l'apprentissage et sur le test. Là, il y a un problème. Ça veut dire que la partition n'a pas été bien faite au hasard. On est bien d'accord là-dessus. Hein. Ça, c'est un premier point. L'autre point également qui peut être intéressant, c'est la distribution des classes. Ça également, il faut qu'elle soit préservée dans les deux sous-échantillons. Surtout quand les classes sont très déséquilibrées, là, ça devient un vrai problème si on ne respecte pas la distribution des classes. Voilà. Bon, là, en l'occurrence, ici, il n'y a pas de déséquilibre manifeste, mais il n'en reste pas moins que si dans mon échantillon d'apprentissage, au lieu d'avoir 65% de bénigne et 34% de maligne, j'ai 80% par exemple de bénigne, il y a un problème. Il y a un problème parce que ça veut dire qu'on a un échantillon qui n'est pas représentatif. On est d'accord là-dessus. Bien. Alors, la première solution que je montre ici, c'est tout simplement ici le data frame complet, hein, donc le D, là, le data frame complet, qui contient l'ensemble des données. On va le partitionner directement. Donc, j'importe ici trend test split, hein, c'est ce que fait cette commande-ci. Hein, j'importe trend test split. Une fois que j'ai importé trend test split, voilà, je fais appel à lui, à cette fonction-là, je fais appel à cette fonction-là, et je lui passe en paramètre donc le data frame complet, comprenant les variables explicatives et la variable cible, comprenant tout, si vous voulez. Ensuite, je spécifie le train size, voilà. Le train size, soit on met en proportion ici, donc là je prends 70% pour l'apprentissage, ou bien on met un chiffre directement. J'aurais pu dire, par exemple, sur les 699, tu me prends 500. Donc là, j'aurais mis 500 individus. Donc le train size, on le met soit une proportion, soit on met le chiffre directement, c'est le nombre d'observations qu'on va avoir dans l'échantillon d'apprentissage. Alors, le random stat, il n'est pas obligatoire. Alors, je reviens 2 secondes sur le train size. Le test size, du coup, vous n'avez pas besoin de le spécifier, c'est le complément. Hein. Donc, si je prends ici 70% pour l'apprentissage, voilà, l'échantillon test, ce sera 30%. C'est ça l'idée. Hein. Donc, je spécifie train size et il prend le reste comme test size. Donc, soit je prends ici en proportion, donc 30% test, soit je prends 500 et du coup, l'échantillon test sera 699 moins 500. Donc, voilà, 199. Très bien. Alors, je reviens maintenant sur mon affaire, random stat. Alors, random stat, ça permet tout simplement de fixer la valeur de départ du générateur du nombre aléatoire. Alors, ce n'est pas important. Ce n'est pas important parce que ça ne va pas changer la nature de vos résultats. En revanche, c'est important parce que ça rend l'expérimentation reproductible. Si vous ne fixez pas random stat, vous mettez none, vous ne mettez rien à random stat. Si vous ne mettez rien à random stat, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que vous lancez une fois votre programme, vous avez une partition apprentissage test avec certains individus apprentissage, certains tests. Très bien, vous avez des résultats dans de décision, tout ce que vous voulez, ou analyse discriminante par exemple. Voilà, et vous avez des résultats, très bien. Vous lancez une deuxième fois votre programme, il se peut potentiellement, c'est absolument pas gênant en soi, hein, que vous ayez un taux d'erreur différent sur l'échantillon test parce que la partition a été faite différemment. Voilà, ce n'est pas les mêmes individus qui sont en test, ce n'est pas les mêmes individus qui sont en apprentissage. Voilà. Alors, avoir un échantillon, donc une erreur en test un peu différente, c'est pas un problème tant que ça, parce qu'on a un processus qui est stochastique. Il y a une part d'aléatoire dans ce qu'on fait. Donc, c'est normal qu'on ait un résultat un peu différent. Mais quand on veut faire des comparaisons avec différents outils et tout ça, ça peut être très gênant parce que du coup, quelle est la bonne valeur alors? Ainsi de suite. Donc, le random stat, il est important quand on veut, par exemple, comparer des méthodes. Je veux comparer un arbre de décision avec une autre méthode. Je fixe un random stat, et comme ça, la partition avec les deux outils que je pourrais tester, voilà. Ça permet de rendre reproductible l'expérimentation. Voilà l'idée du random stat. Donc, moi, je le fixe systématiquement. Comme ça, pourquoi moi je le fixe systématiquement? Comme ça, quand vous récupérez mon code chez vous et que vous l'exécutez, vous avez le même résultat que moi. C'est quand même mieux en termes de... Ça rassure plus, si vous voulez. Ça rassure plus. Très bien. Et le dernier point, c'est que je fais un tirage stratifié. Alors, quoi stratifier? Là également, ce n'est pas obligatoire. L'idée du tirage stratifié, c'est tout simplement de s'assurer qu'on a exactement un chouïa après, parce que des fois, parfois, on a des nombres d'observations impairs, hein, donc c'est un chouïa après, bien sûr, mais on a exactement la même répartition des classes dans les deux sous-échantillons. Voilà. Alors,
quand les classes sont relativement équilibrées, ce n'est pas décisif. Mais quand on travaille sur des classes déséquilibrées, potentiellement, dans l'échantillon d'apprentissage, il se peut que vous n'avez pas du tout de positif. Comme les positifs sont très rares, vous faites une partition d'apprentissage, c'est tout à fait possible, voilà, que dans l'échantillon d'apprentissage, il n'y a pas du tout de positif, ou dans l'échantillon test, il n'y a pas du tout de positif. Donc, pour s'assurer de la représentativité des classes dans les deux échantillons, on fait un tirage stratifié. Voilà. Je le conseille systématiquement. Comme ça, au moins, on est sûr qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, une fois que je passe ici donc, le data frame complet, voilà, j'obtiens en sortie deux data frames. Deux data frames, un qui correspond aux échantillons d'apprentissage, à l'échantillon d'apprentissage, et le second qui correspond à l'échantillon test. Et dans les data frames, on a toutes les données, les X et les Y, les explicatives et la variable cible. C'est ce que je fais ici, paf, je l'ai lancé là, et j'affiche l'information sur l'apprentissage. Il y a ces 499 observations, et j'ai bien toutes les variables, y compris la variable cible. Si je recalcule les moyennes, paf, voilà. Alors, je vais recalculer les moyennes ici, une fois et une deuxième fois, et on compare. C'est normal qu'on n'ait pas exactement les mêmes individus, les mêmes valeurs, non, parce que c'est d'autres individus, là, on a fait une partition, voilà, donc on a une sous-population ici, qui est extraite de la première, on est d'accord là-dessus, mais c'est tout à fait normal qu'on n'ait pas exactement les mêmes valeurs. Ça devient gênant si on a des valeurs différentes. Si les moyennes sont différentes, par exemple, si on a des moyennes très différentes, là, ça veut dire qu'il y a un problème dans la partition. Mais bon, ce n'est pas le cas ici, et ça ne devrait jamais arriver. Ça ne devrait jamais arriver. Voilà, et l'autre élément important, bien sûr, c'est que j'avais calculé ici la distribution des classes sur la totalité de l'échantillon. Je calcule la distribution des classes sur l'échantillon d'apprentissage. Et là également, il faut qu'on ait à peu près les mêmes valeurs. Un chouïa près, encore une fois, parce que 699, ce n'est pas divisible par 2 directement. On est bien d'accord là-dessus. Et que les classes non plus, si on fait les effectifs, ce n'est pas divisible par 2 exactement. Donc c'est pour ça qu'on a des valeurs approchées ici, mais voilà, il faut qu'elles soient très très proches, c'est le cas. Ça, donc, c'est la première approche. La première approche où je passe directement le data frame complet, voilà, et du coup, j'ai deux sous-data frames. Il y a une deuxième approche. Alors, je vais supprimer la console pour avoir une nouvelle console nickel, et je vais voir la deuxième approche. Alors, qu'est-ce qui se passe sur la deuxième approche? Le début est pareil. Voilà, paf, j'importe les données, tout est nickel. Dans la deuxième approche, ce qui se passe, c'est qu'en amont, je scinde en deux les données. Selon les colonnes, pas en ligne, selon les colonnes. C'est-à-dire que je mets d'un côté la matrice des explicatives et je mets de l'autre, c'est cette partie-là, voilà. Je mets d'un côté la matrice des explicatives et je mets dans une autre structure, un vecteur cette fois-ci, le vecteur de la variable cible. Voilà ce que je fais. Donc là, dans le X, voilà, j'ai que les X, justement, de Clume jusqu'à mitose, des variables explicatives. Et le Y, cette fois-ci, ce n'est qu'un vecteur, c'est un vecteur cette fois-ci. Et je peux calculer la distribution des classes. Voilà. Très bien. Ça se fait beaucoup également. Donc, je le fais parce que je vous le demande parfois. Je vous le demande parfois et dans différentes formations pour que l'appel des fonctions fit, typiquement, quand on lance les algorithmes de machine learning, c'est mieux de discerner nous-mêmes en amont qui fait partie des X, les explicatifs, qui est Y, qui est les variables aussi. Dans ce cas-là, on peut toujours appeler train test split, pas de souci là-dessus. Mais attention, justement, je vais un peu écarter là pour qu'on voit bien la totalité du code. Regardez. Dans mon train test split, voilà, je passe maintenant les deux structures. On est d'accord là-dessus. Dans mon train test split, je ne passe et non pas le data frame complet, mais je passe la matrice de X et le vecteur de Y. Je passe les deux structures. Tous les autres paramètres suivants, c'est les mêmes que tout à l'heure. Donc, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Ça, c'est la proportion d'échantillons d'apprentissage. Ça, c'est le random stat pour rendre reproductible l'échantillon qu'on a récupéré. Et là, c'est pour effectuer un tirage stratifié, pour respecter la proportion des classes. Très bien. Donc, la vraie nouveauté par rapport à tout à l'heure, c'est que cette fois-ci, je passe les deux structures, voilà, non pas une seule structure, mais deux structures. Ici, correspond à la matrice des X et le vecteur Y. Du coup, dans les résultats, je n'ai plus deux résultats, mais j'ai quatre résultats. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mes résultats? J'ai le train et le test pour la matrice des explicatives, le train et le test pour la matrice des explicatives, et j'ai les vecteurs train et test, les vecteurs train et test pour la variable cible. Voilà ce qui se passe. Vous avez bien vu, on est bien d'accord là-dessus. Là, on a bien
les deux matrices de X, et là, c'est les deux vecteurs de Y. Voilà. Pourquoi? Parce que ici, j'ai passé les deux structures. Voilà. Je n'ai pas de méthode préférentielle, hein, voilà. Mais tout simplement, dans certains cas, c'est intéressant d'isoler les X des Y en amont. Voilà. Dans ce cas-là, on peut utiliser cet outil-là. Je le lance ici. Voilà. Je fais quelques vérifications. Hein, voilà, maintenant on a 499. Et pareil, je peux faire la même chose pour Xtest. Hein, .shape. Voilà. On a bien 210 sur l'échantillon. Ah, c'est 210 en fait. Voilà. Et 9 variables. Voilà. 0 à 8. Et si je calcule ici, voilà, on a les moyennes, c'est les mêmes que tout à l'heure, d'accord, hein, puisqu'elle a fait la même partition, parce que j'ai mis random start exactement 0. Donc, on a le même résultat que tout à l'heure. Très bien, et de nouveau, on peut calculer, voilà, et de la même manière, j'aurais pu faire Y-test, hop là, voilà, tac, tac, hop là, et voilà. Très bien. On n'a pas encore une fois exactement les mêmes valeurs parce que des fois, on ne peut pas couper les individus en morceaux, on est bien d'accord là-dessus. Donc, soit il va dans l'un, soit il va dans l'autre. Voilà. Mais globalement, on a des valeurs très proches. C'est tout à fait, c'est obligatoire qu'on ait des valeurs très proches, sinon il y a un souci. Voilà. Donc, si je récapitule, pour notre séance 7, là, c'est vous qui allez subdiviser les données en échantillons d'apprentissage test. Faites-le sous Python. Il y a des outils pour le faire sous Python. N'allez pas vous embarquer sur d'autres outils et vous perdre en fil de route. Et il y a deux manières de faire. Il y a une manière de faire, c'est que je traite directement le data frame complet et je le partitionne en deux parties. Donc, le data frame comprenant les explicatifs et la variable cible. Ou bien, la deuxième approche, c'est que je discerne en amont ce qui fait partie de la variable explicative, donc la matrice explicative et le vecteur cible, et je passe ces deux éléments-là dans le train test split, et du coup, j'ai 4 sorties ici correspondant au X et Y sur l'échantillon d'apprentissage et sur l'échantillon de test. Voilà. C'est à vous de choisir l'approche qui vous convient le mieux. Je n'ai pas de préférence. En revanche, je veux absolument que la partition soit bien faite et que les caractéristiques des données soient respectées dans les deux sous-échantillons. C'est ça qui est important. Voilà, excellent travail à tous.